Donc aujourd'hui, le chef d'orchestre, c'est vraiment un partenaire des musiciens et les musiciens sont ses partenaires. Pour moi, évidemment, Villa-Lobos est vraiment un des compositeurs en fait, référents de la musique classique au Brésil. Parcours de musicien, donc d'instrumentiste au départ, comme on va dire tous les musiciens. Donc trompettiste de formation et puis très vite une passion pour l'orchestre et aussi faite de multiples rencontres avec des artistes qui à un moment donné ont joué un rôle important en fait dans mon parcours de formation et qui sont devenus pour moi, on pourrait dire, des pères spirituels auxquels je pense à chaque fois que voilà, je fais de la musique. Donc il y a vraiment comment dire, deux projets en un, en quelque sorte, puisque ça concerne autant les musiciens d'orchestre que ça concerne les chefs d'orchestre. Pour moi, la formation en fait, des deux en fait, est indissociable, puisqu'un chef sans orchestre ne peut pas faire grand-chose, et un orchestre sans chef pourrait aussi être perdu à un moment donné. Donc il faut que ces deux mondes puissent absolument cohabiter, pas seulement sur les temps de concert, donc l'instant T, mais aussi sur tout le processus d'apprentissage, de travail, en quelque sorte de fabrication d'un son, d'apprentissage d'une œuvre, de rentrer aussi dans une couleur sonore et dans une esthétique musicale. Alors c'est vrai que la musique a certainement cet avantage-là à un moment donné de pouvoir être partagée assez facilement, puisque nous pratiquons tous un même langage musical. Et puis ce qui est très intéressant, alors là concernant la formation des chefs d'orchestre, c'est qu'un chef d'orchestre, il s'exprime aussi avec son corps et en l'occurrence avec ses bras. Donc en fait, il faut qu'il se fasse comprendre avec ses bras et il faut qu'il arrive à traduire du mieux possible la musique telle que le compositeur en fait a prévu les choses donc dans la partition, et qu'il soit aussi en mesure, à travers le texte donc, du compositeur, son geste, à transmettre en fait des émotions, une idée musicale, pour amener et emmener en fait les musiciens vers un même objectif. Après, il faut vraiment développer des connaissances connexes qui sont celles de comprendre finalement comment fonctionne l'écriture musicale, l'orchestration, l'analyse, puisqu'on a forcément tout ce travail-là à faire. On appelle ça le travail sur table. Quand on est tout seul, c'est vraiment d'abord un grand travail de solitaire que d'aborder une partition et puis de s'en imprégner, d'en prendre connaissance. Et puis après, il y a encore d'autres connaissances, mais qui sont plutôt finalement des connaissances en fait de manager. Puisque un chef d'orchestre, c'est d'abord en fait aussi un meneur, une personne qui doit arriver à fédérer 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 80, 150, 1000. Quand on joue la 8e symphonie de Mahler, autour en fait d'un idéal qu'est la musique, autour aussi finalement d'une idée musicale dont il va lui être à l'origine. Ça c'est quand même assez incroyable en fait qu'une seule personne arrive à obtenir un résultat en fait qui corresponde à son envie, à elle. Il y a quand même des réalités au Brésil qu'on ne connaît pas forcément en France. En France, on parle vraiment, pour nous, on parle de musique classique, ce qui est pas vraiment un terme pour moi adéquat, parce qu'en même temps, quand on parle de classique, c'est aussi une période de l'histoire de la musique. Donc on met un peu tout dans ce fourre-tout. On devrait plutôt, à mon avis, parler de musique savante occidentale, où on mettrait le baroque, le classique, le romantique, le post-romantique, etc. Et par contre, au Brésil, on parle beaucoup de musique populaire. Ce qui n'est absolument pas le cas en France et qui a presque complètement disparu. Qui parle encore aujourd'hui de la musique populaire de Bretagne, ou la musique folklorique de Bretagne, de Normandie, je sais pas, alsacienne, provençale. Voilà, on a complètement presque oublié ou à occulter en fait un pan de notre histoire. Après, alors si on parle de musique classique, évidemment le grand compositeur en fait de référence, c'est Villa-Lobos, qui a quand même aussi fait des études en France, puisqu'il a notamment travaillé avec Nadia Boulanger en fait à ce moment-là,
qui a aussi été une grande compositrice française. Et ce qui est intéressant chez Villa-Lobos, c'est qu'il fait une parfaite synthèse entre la musique, on va dire, européenne et la musique, en fait, l'apport en fait, de la musique traditionnelle en fait, brésilienne, y compris jusque dans les musiques ethniques, puisqu'il va puiser des rythmes dans la musique amazonienne, les différentes ethnies. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne vraiment des couleurs musicales et des couleurs orchestrales assez incroyables. C'est toujours un plaisir de venir à Brasilia, au Brésil. Alors, j'ai aussi une histoire un peu personnelle, puisque j'ai de très bons amis à Brasilia qui ont été d'abord mes anciens étudiants en fait, au Conservatoire de Rouen. Donc Carlos et Eiji, donc ils sont saxophonistes et flûtistes, qui sont arrivés en France parce qu'ils voulaient en fait faire des études en France. Ils jouent d'instruments qui sont des instruments typiquement français comme le saxophone et la flûte. Donc l'école française est très réputée en fait pour ces instruments-là. Donc c'était leur objectif. Donc ils sont restés 4 ans en fait en France à Rouen. C'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Puis ça s'est transformé en amitié. Et puis j'ai eu l'occasion de venir la première fois en 2011. Pour participer donc à un festival, un stage d'été à l'école de musique de Brasilia. Et puis après, il y a eu d'autres occasions en fait pour revenir à Brasilia pour développer différents projets.